Bonjour à tous. J'ai le plaisir de prendre la parole pour ouvrir cette nouvelle session des webinaires citoyens du département droit et transformation sociale. Donc, je suis Olivier Dessilva, je suis professeur de droit et de sciences criminelles à l'Université de Bordeaux et j'ai le plaisir d'assurer la direction de ce département dans le cadre département de recherche, dans le cadre duquel cette nouvelle édition du webinaire est organisée. Pour rappel, les webinaires citoyens ont vocation, depuis leur origine, à mettre en perspective et en lien le milieu académique et des sujets d'actualité et en dialogue avec des acteurs de la société civile, que ce soit des acteurs des milieux associatifs, des milieux professionnels divers et variés, sur des sujets qui sont toujours des sujets d'actualité. On a traité depuis plus de 2 ans maintenant un assez grand nombre de sujets, comme par exemple l'inceste, les multinationales en Afrique, les violences conjugales, la guerre en Ukraine, la pandémie, etc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'intégralité de la quasi-intégralité de ces webinaires sur la chaîne YouTube du département. Le département, c'est donc une structure de l'Université de Bordeaux qui regroupe 8 unités de recherche, à peu près 530 personnes, dont environ 250 enseignants, chercheurs et chercheurs titulaires, et qui regroupe toutes les disciplines du droit et de la science politique autour d'une recherche qui est une recherche à vocation éminemment citoyenne, et c'est la raison pour laquelle on a bien sûr instauré ces webinaires. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc l'érosion du littoral. Pouvons-nous agir dans un contexte qui sera rappelé par les intervenants, donc je ne vais pas bien sûr intervenir outre mesure à ce sujet, dans un contexte qui est un contexte spécifique, aussi bien au plan national qu'au plan aquitain. Je pense que ça sera rappelé. Il suffit de lire la presse pour voir que le déplacement du trait de côte est une question qui embarrasse et qui inquiète beaucoup. Je voudrais surtout, pour terminer cette très brève introduction, au-delà de souligner l'intérêt du sujet, remercier les intervenants. Tout d'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Balaguet, donc, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux, maître Perrine Boss, qui est avocate au barreau de Bordeaux, monsieur Loïc Payenne, qui est maître de conférence à l'Université Toulouse-Capitole, et madame Caroline Sarade, qui est directrice littorale et milieu naturel à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Et je voudrais surtout terminer en remerciant Clémence Boineau, qui s'occupe avec une dextérité et brio de l'organisation de ces webinaires. Merci à tous. Je devrais vous quitter assez rapidement parce que je suis occupé par ailleurs, mais je vous souhaite des échanges fertiles et intéressants sur ce sujet qui, je n'en doute pas, plaira à tous. Au revoir et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup Olivier pour cette introduction. Donc, mesdames, messieurs, également bonsoir et bienvenue donc à ce 15e webinaire citoyen que nous organisons. Et il s'agit du 6e de la saison 2023-2024 et ce sera le dernier de cette année universitaire. Donc, comme l'a mentionné Olivier, le thème que nous allons aborder ce soir sera donc érosion du littoral. Pouvons-nous agir? Donc, tout d'abord, je vous propose de revenir sur la définition de ce que c'est l'érosion du littoral. D'après la préfecture du Finistère, il s'agit d'un phénomène qui se traduit par le recul du trait de côte. C'est le déplacement de la limite entre le milieu marin et continental vers l'intérieur des terres suite au départ de matériaux tels que sable, roches, sédiments. Plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène qui est naturel, comme les effets du vent, des courants ou des variations du niveau de la mer. Cependant, les activités humaines et le changement climatique, qui provoquent une montée des eaux, ont un rôle non négligeable et l'accentuent fortement. Donc, ce recul du trait de côte, comme vous en doutez, ne sera pas sans conséquence pour ces territoires ayant une forte activité socio-économique. Ce sujet, il est au cœur de l'actualité depuis plusieurs années. Il a particulièrement été mis en avant cette semaine suite à l'intervention au journal télévisé de TF1 de jeudi dernier du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. À cette occasion, il a rappelé que chaque semaine en France, nous perdions l'équivalent d'un terrain de foot dû à la progression des océans et que ce phénomène s'accélérait. Ainsi, 900 km de côtes sont concernés, soit 20% du littoral, avec des fortes disparités entre les 28 départements côtiers en France métropolitaine.
Le lendemain de cette intervention, le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, a publié une série de cartes qui répertorient le nombre de logements qui pourraient disparaître à court terme, c'est-à-dire en 2028, à moyen terme, en 2050, et à long terme, en 2100. Il a été estimé que 1046 bâtiments seront menacés en 2028 et 500 000 bâtiments, donc 450 000 logements, le seront en 2100. Nous pouvons d'ailleurs signaler qu'en Gironde, un bâtiment est devenu le symbole des conséquences de l'érosion du littoral, le Signal à Soulac-sur-Mer. Cet immeuble a été construit en 1967. Il était alors situé à 200 mètres du rivage. Cependant, plusieurs tempêtes ont provoqué le recul du trait de côte de manière importante, ce qui fait qu'en juillet 2010, le Signal n'était plus qu'à 23 mètres de la plage. Malgré les tentatives de réensablement, les habitants ont dû définitivement quitter les lieux en janvier 2014 et le bâtiment détruit en février 2023. Donc, si je reviens à l'intervention du ministre de la Transition écologique de jeudi dernier, il a également annoncé que 500 communes avaient été identifiées comme étant les plus à risque et que l'État travaillait avec ces collectivités pour s'adapter au mieux aux conséquences à venir. Donc, les solutions ont été évoquées, comme la construction de digues, des dunes à installer, reloger et indemniser les personnes concernées. Mais tout cela n'empêchera pas qu'à l'avenir, des zones vont devenir inhabitables sur des territoires de plus en plus étendus. Cependant, malgré ces prévisions alarmistes, le prix des biens immobiliers en bord de mer reste très élevé. De plus, la densité de population sur les côtes est 2,5 fois plus élevée que la moyenne nationale et elle continue à augmenter. Dès lors, la menace sur ces territoires étant bien identifiée, nous pouvons nous demander quels sont les moyens dont nous disposons réellement à l'heure actuelle pour lutter contre ce phénomène et s'ils sont suffisants. Une autre question non négligeable concerne le coût de ces actions et qui va payer l'addition. Est-ce que ça sera uniquement le secteur public avec les collectivités territoriales ou l'État, ou le secteur privé et particulièrement les assurances qui devront s'impliquer? Dans tous les cas, le coût des mesures à prendre sera toujours moins important que le coût de notre inaction. Ce sujet a été proposé, et je l'en remercie, par Frédéric Balaguet, qui est maître de conférence en droit public à l'Institut Léon Digui de l'Université de Bordeaux. Et du côté universitaire, il sera accompagné par un collègue d'une autre université, Loïc Payenne, qui, comme Olivier l'a dit, est maître de conférence en droit public à l'Université Toulouse-Capitole. Enfin, dans ces webinaires, nous avons toujours à cœur d'inviter des membres de la société civile pour nous parler de ces sujets, car ce sont eux les mieux placés pour nous parler de la réalité du terrain. Et donc ce soir, nous avons la chance d'accueillir Maître Perrine Bosc, avocate au barreau de Bordeaux, et Caroline Sarad, directrice littoral et milieu naturel à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Encore un grand merci à tous d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous ce soir. Donc, les intervenants de ce soir auront tous pour objectif d'aborder les problématiques et conséquences de l'érosion du littoral, aussi bien pour les particuliers que les collectivités territoriales, mais aussi de revenir sur les outils proposés pour lutter contre ce phénomène. Avant de passer la parole au premier intervenant, je vous informe que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet Q&R qui est sur l'interface Zoom. Et vous pouvez les poser tout au long de la soirée et nous aurons un temps dédié après les interventions pour y répondre. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Et suite à cette introduction, je passe la parole à Monsieur Balaguet. Merci beaucoup, Madame Boineau. Merci pour votre implication dans ce webinaire, puisque si aujourd'hui il se tient voilà, de cette façon, c'est grâce à votre assiduité dans la relance des intervenants qui ne nous ont pas facilité la tâche, je dois bien l'avouer, puisque j'étais en copie de tous vos mails. Donc de cela, je veux vraiment vous remercier publiquement. Voilà. Ceci étant dit, vous avez largement déflorer le propos introductif que j'avais prévu ici d'énoncer, puisque je voulais revenir aussi avec vous sur les causes, sur la définition de l'érosion côtière. Et à ce titre, voyez-vous, j'étais le premier à imaginer que l'érosion côtière était liée seulement voilà, par l'effet du réchauffement climatique. Alors évidemment, le réchauffement climatique a un effet et justifie que le trait de côte recule, mais ce n'est pas le seul phénomène qui fait que le trait de côte recule. Il est juste là, le réchauffement climatique. Il va aggraver un phénomène qui est naturel, ce que vous avez tout à l'heure dit. Donc le réchauffement climatique n'est pas l'origine du recul du trait de côte, il aggrave des phénomènes naturels que vous avez tout à l'heure décrits. La deuxième chose que je voudrais dire à titre introductif, c'est que le recul du trait de côte et le phénomène d'érosion côtière se distinguent d'un autre risque, enfin d'un risque en l'occurrence qui est le risque de submersion
marine, puisque le phénomène d'érosion est un phénomène qui est progressif, inéluctable et prévisible. Là où le phénomène et le risque de submersion marine, lui, est donc constitué par l'inondation des zones côtières. Et celui-ci, ce phénomène de submersion marine, il est rapide et de courte durée et aussi imprévisible, à tout le moins à court terme. D'accord? Donc, on a deux phénomènes ici qui ne doivent pas être confondus. Le recul du trait de côte généré par l'érosion côtière et la submersion marine. La question qui se pose face à cela, c'est comment lutte-t-on? Comment lutte-t-on pour limiter l'érosion côtière? Eh bien, la lutte contre l'érosion côtière peut prendre plusieurs formes. Vous avez des formes de lutte dites de lutte active, donc qui va être constituée par l'édification d'ouvrages de protection, voilà, des digues par exemple, des épis, des enrochements, des brise-lames. Voilà, ça c'est la lutte active dite dure. Et puis vous avez la lutte active dite souple, qui va prendre la forme, elle, de réensablement, de récifs artificiels ou de rechargement en galets. D'accord? Donc on a d'un côté la lutte active et de l'autre, ensuite, la politique qui est un petit peu plus durable, c'est la recomposition spatiale. Donc on laisse monter la mer et on relocalise les activités. Et comme vous l'avez dit aussi, cette politique de recomposition spatiale va se poser avec une forte acuité sur le plan financier. Pourquoi? Parce que la densité du littoral est particulièrement plus importante que dans les autres territoires. Elle est 2,6 fois plus importante qu'ailleurs en France. Et donc les enjeux sont tout à fait décisifs. Et la question c'est, pouvons-nous agir face à cela? Face à ce recul inéluctable du trait de côte, eh bien, pour répondre à cette question, je vais laisser la parole à Loïc Payen qui va nous parler des outils que nous offre le droit de l'environnement pour justement permettre de lutter ou de reculer voilà, face à ce phénomène. Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Alors, quelques mots très brefs tout d'abord pour remercier les organisateurs de ce webinaire citoyen de m'avoir convié à discuter avec vous ce soir de cette thématique de grande actualité. Cela a été dit. Alors, étant astreint à une durée d'intervention relativement courte, j'irai ici à l'essentiel avec quelques raccourcis et je vous prie par avance de m'en excuser, mais le temps de discussion nous permettra éventuellement d'apporter quelques précisions au besoin. Alors, la question qui retiendra ici mon attention, c'est celle de savoir si l'érosion côtière est saisie en droit comme un risque naturel comme un autre. Est-ce qu'elle est comparable, par exemple, au risque d'avalanche, au risque d'inondation ou même de submersion marine qu'avait évoqué Frédéric Balaguer juste avant? Et sans suspense, si l'érosion côtière a bien une authentique dimension juridique, elle pose des questions qui sont incontournables aujourd'hui, elle n'est pas pour autant saisie comme un risque comme un autre. Je m'explique. On a en France un droit des risques naturels assez étoffé avec toute une multitude de mesures de nature et d'intensité assez variées pour appréhender les risques naturels et qui affectent de ce fait les droits des particuliers. Et on peut penser à trois types de mesures en particulier que l'on connaît plutôt bien finalement aujourd'hui, puisqu'il y a d'abord les travaux publics ou privés pour diminuer, voire supprimer le risque. Frédéric avait par exemple évoqué le cas des travaux d'endiguement, d'ensablement, etc. Ensuite, on peut penser aux mesures de police administrative. Et là, il y en a de plusieurs sortes également. Il peut s'agir de mesures pour interdire la circulation des personnes à tel ou tel endroit en raison des risques. On peut encore penser aux mesures pour ordonner l'évacuation temporaire ou permanente, définitive, d'immeubles qui seraient exposés à des risques particuliers. Mais on peut aussi penser à des servitudes qui existent en matière de construction et qui se manifestent par des obligations de faire ou de ne pas faire lorsque l'on construit ou lorsque l'on envisage de construire, ce qui peut aller jusqu'à une interdiction de construire pour les zones qui sont particulièrement exposées à des risques. Et troisième type de mesures auxquelles l'on pourrait penser, ce sont des mesures de privation de propriété. C'est-à-dire que dans certains cas, lorsque la personne publique estime que le risque est trop grand et elle peut préférer acquérir elle-même les biens exposés à des risques pour protéger les personnes. Trois types de mesures, bon, on pourrait en ajouter d'autres, mais voici pour l'essentiel. Et toutes ces mesures, elles se concrétisent au travers d'un certain nombre d'outils aujourd'hui dans notre droit. On peut en citer trois, là encore, pour aller à l'essentiel. Premièrement, les arrêtés de police.
Alors, les arrêtés de police municipale, préfectorale, tout le monde les connaît. Deuxièmement, un peu plus spécifique, on a les plans de prévention des risques naturels. Alors, les PPR, c'est comme ça qu'on les appelle, ces plans de prévention des risques naturels, ils édictent des règles de conduite à tenir en fonction des zones et du risque à laquelle elles sont soumises. C'est-à-dire que ces documents, ils contiennent une cartographie et ils vont instaurer des servitudes qui vont s'imposer à toutes les personnes qui sont dans les zones qui se trouvent dans cette cartographie en tenant compte du risque. C'est-à-dire qu'on pourra réglementer certaines constructions, interdire certaines constructions. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'en cas de vente ou d'annonce de location, par exemple, le Code de l'environnement impose d'informer les acquéreurs ou locataires potentiels de l'existence de tels risques. Alors, deux petites précisions sur ces plans de prévention des risques. D'abord, ils sont calibrés en fonction des risques, c'est-à-dire que vous pouvez avoir en fonction du risque d'avalanche, d'incendie, d'inondation, risques littoraux, j'y reviendrai, des plans de prévention des risques particuliers. Vous pouvez avoir des PPR avalanche, des PPR littoraux, des PPR multirisques également, un peu plus rares. Et surtout, dernière précision, il n'y a pas de plan de prévention des risques partout. Et troisième outil qui peuvent être évoqués, procédure pas moins intéressante, c'est la procédure d'expropriation pour risque naturel sur laquelle je m'appesantirai un petit peu plus dans quelques instants, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Cette procédure d'expropriation, donc c'est une procédure qui consiste à priver une personne de sa propriété sur un bien, elle permet au préfet, selon le Code de l'environnement, d'exproprier des personnes si deux conditions sont réunies. D'abord, si cette personne elle est confrontée à un risque naturel qui figure dans une liste qui se trouve dans le Code de l'environnement, précision importante là encore, et si ce risque menace gravement les vies humaines. Si ces deux conditions sont réunies, une personne publique pourrait tout à fait décider d'exproprier des personnes qui habitent dans les bâtiments exposés à ces risques. Alors, l'intérêt de cette procédure, il est assez significatif parce que si on met en œuvre cette procédure, les personnes, elles ont vocation à être indemnisées sur la base de ce qu'on appelle le fonds Barnier, le fonds de prévention des risques naturels majeurs. C'est-à-dire que l'indemnisation, elle se fait sans tenir compte du risque. C'est-à-dire que si vous allez vendre un bien, par exemple, qui est exposé à tel ou tel risque, bon, ben là, la valeur du bien, elle sera amoindrie par l'existence du risque. Ici, dans le cadre du fonds Barnier, ce n'est pas le cas. On indemnise sans tenir compte de l'existence du risque. Alors, par rapport à toutes ces dispositions, à tous ces outils, qu'en est-il de l'érosion côtière? Eh ben, il se trouve que si l'érosion côtière a été appréhendée par certains de ces instruments pendant un temps par le droit des risques naturels, donc c'est de moins en moins le cas aujourd'hui parce que l'érosion côtière n'est plus à proprement parler considérée comme un risque. Alors, plusieurs plans de prévention des risques littoraux ont pu, pendant un temps, intégrer le risque d'érosion côtière. Par exemple, si on regarde du côté de la Gironde particulièrement exposée, vous avez des plans de prévention des risques littoraux qui intègrent l'érosion côtière pour Arcachon, pour Lège, Cap-Ferré ou d'autres communes littorales, par exemple. Le guide méthodologique pour ces plans de prévention des risques littoraux qui ont été élaborés, enfin qui a été élaboré par le ministère de la Transition écologique, nous dit par exemple que pour toutes les zones qui seraient rattrapées par la mer d'ici 100 ans, par principe, ces zones devraient être inconstructibles. Donc, l'érosion côtière, elle est depuis un certain temps déjà prise en compte par le droit, même si c'était assez imparfait parce que certaines études ont pu démontrer qu'il y avait souvent un écart entre la réalité et les prévisions qui figuraient dans ces plans de prévention. Mais enfin, on avait quand même des documents qui intégraient cette réalité de l'érosion côtière. Mais tout ceci a été remis en cause assez récemment dans une affaire qu'avait évoquée Madame Boineau pendant son introduction par l'affaire Le Signal. Alors, très, très brièvement, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que cette affaire a un peu remis en cause tout notre droit, parce que nous avions cet immeuble construit en 1965 sur la commune de Soulac-sur-Mer, à 200 mètres du rivage, et qui, dans les années 2010, a été rattrapé par la mer, rattrapé par les flots. Donc, les autorités publiques ont mis en place un certain nombre de mesures, d'abord pour essayer d'atténuer le risque, et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas possible de lutter contre les éléments et ce phénomène d'érosion côtière.
Et donc, les autorités publiques ont adopté des mesures pour ordonner l'évacuation de l'immeuble et interdire son occupation de façon définitive. Les propriétaires de l'immeuble ont alors demandé aux autorités publiques d'agir de deux façons. D'abord, par la réalisation de travaux. Nous sommes en danger. Agissez, consolidez, ou en tout cas empêchez ou réduisez le risque d'érosion côtière. Et deuxième demande, recourez à l'expropriation. Expropriation avec indemnisation sur la base du fonds Barnier. Et c'est là que c'est intéressant parce que les propriétaires se sont dit, perdre leur propriété, c'est une chose. Enfin, en tout cas, être interdit d'occupation, c'est une chose, mais nous voulons être indemnisés sans que le risque soit pris en compte. Et il se trouve que sur ces deux points, les autorités ont refusé d'agir. S'agissant des travaux, tout d'abord, les autorités ont refusé, et là, on a un certain nombre de jurisprudences, une dernière en date de la Cour administrative d'appel de Toulouse, par exemple, de 2023, qui nous dit que les personnes publiques n'ont en aucune façon une obligation de réaliser des travaux, surtout lorsque ce sont des travaux coûteux. Il me semble que dans l'affaire Le Signal, les travaux étaient estimés entre 9,5 et 17 millions d'euros, ce qui est assez coûteux. Et sur le deuxième point, s'agissant de l'expropriation, le juge administratif va refuser d'imposer aux autorités publiques d'exproprier et d'indemniser sur la base du fonds Barnier. Pour une raison toute simple. Le Code de l'environnement, je vous le disais à l'instant, il donne une liste de risques parmi lesquels on retrouve le risque de submersion, certains mouvements de terrain, etc., etc. Et dans cette liste ne figure pas l'érosion côtière. Et le juge administratif nous dit une chose très simple. Si le risque d'indemnisation, si le risque d'érosion côtière n'est pas dans la liste qui figure dans le Code de l'environnement, alors on ne peut pas indemniser pour l'érosion côtière. Et cette position, elle va être consolidée par le juge constitutionnel, le Conseil constitutionnel, qui va dire qu'il n'y a dans ces cas-là ni d'atteinte au droit de propriété, ni même d'atteinte au principe d'égalité. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'érosion côtière n'est pas traitée comme les autres risques qu'il y a là forcément un problème vis-à-vis du principe d'égalité. Bon, finalement, cette affaire liée à Le Signal, elle s'est réglée par d'autres voies, avec un dispositif d'indemnisation exceptionnelle mis en place courant 2020. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est en cela que l'affaire Le Signal, elle est assez intéressante, c'est qu'elle a conduit à une dissociation, ou en tout cas un changement de statut juridique de l'érosion côtière. Pourquoi? Parce que cette affaire, elle a ouvert la voie à une distinction capitale. Il y a d'un côté les phénomènes ponctuels et extraordinaires qui sont à proprement parler des risques naturels, les avalanches, les mouvements de terrain, la submersion par exemple, et de l'autre côté, il y a des phénomènes beaucoup plus durables qui ne peuvent être appréhendés par le droit des risques naturels. Et c'est le cas de l'érosion côtière. Et c'est aussi le cas du changement climatique, par exemple, qui sont aujourd'hui, on le sait, des phénomènes qui sont prévisibles et que l'on se doit d'anticiper. Donc, ce ne sont pas des risques naturels à proprement parler. Et cette lecture que je vous présente là, elle a été confirmée à de multiples reprises, d'abord par le Conseil d'État, toujours par le juge administratif dans l'affaire Le Signal en 2018, par la doctrine administrative, parce qu'on a une réponse ministérielle d'il y a moins d'une semaine, 2 avril 2024, qui nous dit que l'érosion côtière, ce n'est plus un risque naturel. Et tout cela pour nous amener à une confirmation par le législateur, par la loi, puisque depuis la loi climat et résilience de 2021, le législateur estimait qu'il n'était plus question de gérer l'érosion côtière par le droit des risques naturels, mais que c'était une question qui devait s'inscrire dans le temps long, et donc c'était une question qui reposait davantage sur le réaménagement du littoral. Il a donc estimé que les plans de prévention des risques littoraux n'avaient plus vocation à traiter du sujet et que c'était plutôt à la législation de l'urbanisme de le faire. Et donc, le législateur a renvoyé la balle dans le camp, dans le champ du droit de l'urbanisme et donc dans le camp des autorités locales. Et je vous remercie. Alors, je me permets de reprendre la parole et de rebondir sur ce que disait Loïc, effectivement, puisque c'est au tour du droit de l'urbanisme et des autorités locales maintenant de gérer ce risque. Quelques éléments d'ailleurs à cet égard pour compléter ce qu'a dit Loïc, puisque la Cour des comptes vient de rendre un rapport à ce sujet qui fait écho à l'étude d'impact à la loi climat. La loi climat rappelle deux choses à l'égard des PPRL. Elle rappelle tout d'abord que sur les 52 communes les plus concernées par le phénomène d'érosion côtière, 37 d'entre elles n'étaient pas couvertes par des PPRL, ce qui faisait que 70% de ces communes-là n'étaient pas couvertes par un PPRL qui permettait d'appréhender ce risque. La première chose, donc.
qui a justifié que le droit de l'urbanisme vienne au soutien du droit de l'environnement. La deuxième chose sur ces PPRL, c'est qu'ils ne prennent pas en compte dans le calcul de la projection du recul du trait de côte le réchauffement climatique. Ce qui fait que les bandes inconstructibles qui étaient prévues, les bandes de 200 mètres dont a parlé Loïc, étaient en réalité parfois sous-estimées. De ce fait, avec la loi climat, le législateur change son fusil d'épaule et va intégrer et a intégré dans le code de l'urbanisme même un chapitre au sein des dispositions consacrées au littoral qui va être dédié donc à la gestion du trait de côte. Comment cela fonctionne? Eh bien, le législateur, ici avec la loi climat, a introduit l'objectif de ZAN, qui est un objectif chiffré et aussi dont la mise en œuvre est datée. Eh bien, le législateur va s'inspirer ici pour le risque de l'érosion côtière d'outils un petit peu similaires. La première chose, c'est qu'il va indiquer que toutes les communes qui sont listées par un décret seront soumises aux obligations nouvelles prévues par la loi climat. Ce décret, il n'est pas adopté n'importe comment, ce décret qui liste les communes, il est adopté donc au regard de la vulnérabilité du territoire des communes au phénomène d'érosion côtière. Et pour cela, pour pouvoir déterminer si une commune est vulnérable ou pas à ce phénomène-là, l'État a mis en place, notamment avec le CEREMA, ce qu'on appelle l'indicateur national d'érosion côtière. Il est accessible sur Internet, enfin en ligne, parfois pas très lisible, mais on peut voir un petit peu la manière dont le recul du trait de côte avance à tel ou tel endroit, ou plutôt recule ici. Et donc, c'est cet indicateur national de l'érosion côtière qui permet de voir si une commune est ou non vulnérable. À la suite donc de l'analyse de cet indice-là, de cet indicateur-là, eh bien, le pouvoir réglementaire doit tout d'abord consulter les conseils municipaux des communes concernées, mais encore deux autres institutions que sont l'avis du conseil, que sont le Conseil national de la mer et des territoires littoraux et le Comité national du trait de côte. D'accord? Et après avoir analysé cet indicateur-là et après avoir consulté ces organismes-là, il édicte une liste par décret. Et cette liste a été édictée par un décret, première liste a été édictée par un décret du 29 avril 2022, qui a été par suite complété par un décret du 31 juillet 2023. Alors, les communes qui figurent dans cette liste-là sont soumises à une obligation principale. Et c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est que les communes qui sont soumises à cette liste ont l'obligation dans le délai d'un an, après leur intégration dans la liste, d'élaborer ce qu'on va appeler une carte locale d'exposition au recul, au risque, enfin, c'est pas un risque du coup, au recul du trait de côte. D'accord? Donc elles doivent élaborer une carte locale d'exposition au recul du trait de côte, et ces communes-là sont tenues de le faire. Elles sont tenues de le faire. Ce n'est pas une faculté, elles sont tenues de le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on peut relever, c'est que ces communes aussi, ce ne sera pas moi qui en parlera, peuvent opter dans ce cadre-là, celles qui sont listées par le décret, d'un droit de préemption qui leur permettra d'acquérir les biens qui sont soumis à ce recul du trait de côte. Bon. Pour les autres, pour celles qui disposent d'un plan de prévention des risques littoraux, puisque cette obligation d'élaborer une carte locale d'exposition s'impose pour les communes qui n'ont pas de PPRL prescrit ou approuvé, les autres, celles qui disposent d'un PPRL, peuvent adopter une carte locale d'exposition. Donc, elles peuvent le faire, elles n'y sont pas contraintes, mais elles peuvent le faire, d'accord? Notamment dans le cas où le PPRL n'aurait pas donné satisfaction. Ça, c'est le point de départ, c'est cette liste donc, qui a été élaborée par décret. Alors, ce qu'on peut relever déjà sur cette liste, c'est que toutes les communes qui sont soumises au recul du trait de côte ne sont pas recensées dans cette dernière. On peut prendre l'exemple notamment de la commune du Barcarès ou de Saint-Cyprien, ou de Berck, par exemple, dans le nord de la France. D'autres se situent dans les Bouches-du-Rhône. Je pense à Grimaud, par exemple, qui est dans le Var plus précisément, me semble-t-il. Ces communes n'ont pas fait le choix et ne sont pas sur la liste prévue par le décret. Pourquoi? Parce qu'elles craignent de devoir prendre en charge des responsabilités qu'elles ne seraient pas en mesure d'assumer, notamment sur le plan financier. Ça, ce sera Madame Sarrat qui nous en parlera tout à l'heure. Donc, une liste incomplète. Donc, il y a de ce fait des trous déjà dans la raquette. Et pour les communes qui sont concernées par cela, que doivent-elles faire? Donc, elles doivent, je le disais tout à l'heure, élaborer une carte locale d'exposition au recul du trait de côte. Elles doivent l'élaborer dans un délai d'un an. OK. Comment cette carte locale d'exposition doit être intégrée? Elle est intégrée dans le plan local d'urbanisme, d'accord? Elle est intégrée dans le plan local d'urbanisme. Donc, on va avoir dans le rapport de présentation, eh bien, un recueil des études techniques qui ont été prises en compte pour cartographier ce risque. Et puis, dans le document graphique du plan local d'urbanisme ou de la carte communale, on va retrouver deux séries de zones. Les zones dans lesquelles eh bien, le recul
les zones qui sont exposées à un recul à un horizon compris entre 0 et 30 ans. Première zone. La deuxième zone, les zones qui sont exposées à un recul compris à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Donc, on a deux zones dans une carte locale d'exposition au risque dont les études qui ont été utilisées pour ce faire doivent être retracées dans le rapport de présentation. Donc, je disais que les collectivités ont un an pour les intégrer, ces cartes-là, enfin pour les prescrire, pas pour les intégrer. Et le législateur nous dit que si dans un délai de 3 ans, ces cartes locales n'ont pas été intégrées dans les documents graphiques, elles sont tenues d'élaborer et d'adopter dans les meilleurs délais ce qu'on appelle des cartes de préfiguration de ces deux zones. Donc, ce sont des cartes simplifiées qu'elles doivent élaborer de façon rapide dans le cas où elles n'auraient pas réussi à faire aboutir dans un délai de 3 ans ces cartes locales d'exposition. Et l'intérêt, c'est que ces cartes de préfiguration leur permettront de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme qui seraient de nature à remettre en cause ou à compromettre l'exécution du futur plan en cours d'élaboration. Donc ça, c'est le dispositif. Une carte locale d'exposition qui est dans le PLU, et dans le cas où cette carte ne serait pas adoptée, des cartes de préfiguration qui permettent de surseoir à statuer. Le délai étant relativement court, le législateur nous dit que pour intégrer ces cartes locales d'exposition, les auteurs des PLU peuvent recourir à la modification simplifiée, qui est une procédure beaucoup plus rapide que la révision, d'accord, parce qu'en principe, il n'y a pas de concertation préalable. La procédure n'est pas initiée par l'organe délibérant, mais par l'exécutif. Il n'y a pas de débat non plus sur le PADD. Et je crois que l'enquête publique aussi n'a pas à être conduite, mais je crois dire une bêtise. Je ne sais pas si elle n'est pas remplacée par une mise à disposition du public, mais la procédure est simplifiée, est allégée pour permettre justement que cette intégration se fasse le plus rapidement possible. La question qui se pose, c'est mais que contiennent ces cartes locales d'exposition au risque? Que contiennent-elles? Enfin, je dis au risque, mais vous aurez tous compris que ce n'est pas un risque, le trait de côte, hein. Comme l'a dit Loïc tout à l'heure, le recul du trait de côte n'est pas appréhendé comme un risque. D'accord? Donc, que contiennent ces cartes locales d'exposition? Deux choses. Dans les zones qui sont soumises donc à ce recul à un horizon compris entre 30 et 100 ans, que nous a dit le législateur, il nous dit on ne peut pas augmenter la capacité d'habitation dans cette zone-là, dans les espaces urbanisés. On ne peut pas augmenter la capacité d'habitation. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut construire dans les espaces urbanisés tout d'abord les constructions et installations qui sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques qui exigent la proximité immédiate de l'eau, première chose. Et la deuxième chose que l'on peut faire dans ces zones-là, c'est procéder à des travaux de réfection, d'adaptation ou d'extension des bâtiments existants. Ça, c'est la seule chose que nous pouvons faire dans les zones qui sont comprises, qui sont exposées à ce risque-là, à un horizon compris entre 0 et 30 ans. La deuxième chose, c'est dans les autres zones, d'accord, qui sont en l'occurrence exposé à ce recul-là entre 30 et 100 ans. Ici, le législateur, et je conclurai par ça, nous a gratifié d'un régime tout à fait constructif et tout à fait directif et tout à fait agressif pour le droit de propriété parce qu'il dit dans ces zones-là, vous pouvez construire, mais le droit de construire est subordonné, il est conditionné, d'accord, pour pouvoir anticiper la montée des eaux. Il est conditionné et subordonné à quoi? Dans le cas où le projet requiert une autorisation d'urbanisme, eh bien, le pétitionnaire devra consigner une somme d'argent qui est égale à ce que devra coûter la démolition et la remise en état du site. Donc, je ne peux construire que si je consigne une somme d'argent qui sera utilisée ensuite pour démolir et remettre en état la parcelle que je construis. Que se passe-t-il? Et ce droit de démolir, enfin, cette obligation de démolition, elle peut être activée par le maire par arrêté, dans le cas où la sécurité des personnes ne serait pas assurée au-delà d'un délai de 3 ans à cause de la montée des eaux. Et dans le cas où le récalcitrant n'aurait pas exécuté cette obligation de démolition, le maire peut le mettre en demeure de s'exécuter. Et s'il ne le fait pas, le pétitionnaire, que peut faire le maire et l'administration, elle peut procéder aux travaux d'office en lieu et place du propriétaire et à ses frais. Ce qui fait que le régime institué ici est tout à fait dissuasif pour qui ne voudrait pas exécuter cette obligation de démolition qui le mettrait à terme, qui le conduirait à terme à avoir les pieds dans l'eau. Et puis, une minute juste pour terminer sur ce point-là en disant que la loi climat prévoit d'un côté qu'on limite la construction face à la mer lorsque cette dernière, d'accord, monte, et que de surcroît, le législateur a prévu pour qu'on puisse relocaliser les constructions en
fond de territoire, donc derrière, dans les zones rétro-littorales, eh bien, elle a prévu qu'on peut déroger à la loi littorale et notamment au principe d'urbanisation en continuité. Et tout cela doit être concilié avec les objectifs de la ZAN, puisque ces opérations de relocalisation vont nécessairement consommer de l'espace. Et c'est donc Madame donc, Maître Perrine Boss qui va nous parler de cela, de la conciliation entre la relocalisation qui consomme de l'espace et l'objectif ZAN qui impose justement de limiter la consommation d'espace. Oui, bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents. Donc en réalité, on l'a vu, et M. Balaguer vient de le dire, la loi climat et résilience, elle prévoit finalement les outils nécessaires pour maîtriser l'urbanisation future, hein, puisqu'elle vient imposer des règles et interdire de construire dans les zones à risque. En revanche, et on va le voir, elle apporte finalement peu de solutions sur les actions qu'il convient de mener sur les zones qui sont déjà construites et qui sont concernées par le recul du trait de côte. Il y a essentiellement la création d'un nouveau droit de préemption spécifique qui s'intitule donc droit de préemption spécifique pour l'adaptation des territoires au recul du trait de côte et qui a été créé donc par l'article 244 de la loi climat et résilience qui est venu ajouter un chapitre entier, un chapitre 9 au sein du code de l'urbanisme. Donc ce droit de préemption, en réalité, l'idée, c'est de permettre donc aux personnes publiques de racheter les biens qui sont exposés au recul du trait de côte dans deux buts. Dans le but d'éloigner les populations qui vivent donc dans ces biens exposés à ce risque et surtout d'acquérir ces biens pour pouvoir renaturer avant que ces constructions existantes soient recouvertes par les eaux. Donc, ce droit de préemption, il est encadré, hein, il est institué, il a un champ d'application, pardon, délimité, et il a quand même des particularités, notamment sur ces modalités de mise en œuvre par rapport aux autres droits de préemption qui existent. Donc, ce que je vous propose, c'est en premier lieu de traiter donc, de l'encadrement du champ d'application de ce droit de préemption spécifique, d'analyser dans un deuxième temps ces modalités d'application et je m'attarderai un petit peu plus, notamment sur la question du prix de ces alignations hein, qui posent question, qui font débat avec un arrêt récent du Conseil d'État qui est venu valider l'ordonnance qui prévoit donc les modalités permettant qui prévoit la méthode en réalité pour calculer le prix de vente de ces biens. Donc, tout d'abord, ce droit de préemption, il a un champ d'application géographique. Il ne peut pas être institué donc, dans toutes les communes. Et donc là, c'est assez rapide et ça rejoint ce qui a déjà été dit en amont. Il peut être institué que dans les communes qui sont exposées au recul du trait de côte et donc listées par le décret qui a été mentionné par M. Balaguer. Et il ne peut être exercé que dans les zones qui ont été préalablement délimitées par les documents d'urbanisme. Donc, il va s'appliquer en intégralité dans la zone déterminée par le PLU pour le risque à horizon 30 ans. Et la commune ou le PCI va pouvoir l'instaurer par délibération sur toute ou partie de la zone déterminée par le PLU, zone exposée donc à un horizon compris entre 30 et 100 ans. Donc, c'est automatique dans la zone d'exposition à horizon 30 ans et c'est une possibilité si une délibération est prise pour les zones d'exposition donc exposées à horizon 30-100 ans. En ce qui concerne le champ d'application organique, donc qui est titulaire de ce droit de préemption, ce sont donc les communes ou les PCI compétents en matière de documents d'urbanisme, donc PLU, carte communale, mais on a une précision donc dans les textes qui dit que ce droit de préemption, il peut toutefois être exercé
en coopération avec la SAFER. La SAFER qui est la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Dès lors qu'il s'agit de préempter des biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole, ainsi que les bâtiments d'exploitation agricole. Alors pourquoi cette coopération avec la SAFER? Tout simplement parce que on a beaucoup justement de terrains agricoles en bord, enfin, dans les communes littorales et qui sont concernés justement par ce recul du trait de côte. Également, ce droit de préemption, il peut être donc délégué par les communes ou EPCI qui en sont titulaires à des personnes déterminées. Et il peut notamment s'agir du conservatoire du littoral, par exemple, qui pourrait se voir déléguer ce droit de préemption spécifique. En ce qui concerne le champ d'application matériel de ce droit de préemption, donc à savoir quelles sont les aliénations qui sont concernées, je ne sais pas s'il est opportun de faire la liste à l'après-vert, mais je vous renverrai aux articles L219.2 à L219.4 du Code de l'urbanisme, en précisant toutefois les biens qui sont exclus de ce champ, enfin les aliénations, pardon, qui vont être exclus de ce droit de préemption, puisqu'on voit que finalement les biens qui sont concernés et les aliénations sont assez larges. Donc, sont exclus les immeubles qui sont compris dans un plan de cession d'entreprise en difficulté, les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir, et les biens acquis par un établissement public foncier lorsque celui-ci agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption, ou encore certains transferts d'immeubles appartenant à l'État ou à ces établissements publics. Donc, on le voit, le champ d'application matériel, organique et géographique, il est bien défini donc, par les nouveaux articles du Code de l'urbain qui ont été insérés par la loi Climat et Résilience. Ensuite, il y a des articles qui vont traiter donc des modalités de mise en œuvre de ce droit. Et là, on pourra lire dans la doctrine, et notamment, il y a beaucoup d'articles écrits par des cabinets d'avocats où il y a des sujets, notamment sur les modalités donc, de mise en œuvre, puisque ce droit de préemption, il a des spécificités par rapport aux autres droits de préemption, notamment procédurales. Donc, tout d'abord, s'agissant du destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner, il est prévu donc classiquement qu'à peine de nullité de l'aliénation, une déclaration d'intention d'aliéner doit être adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Donc ça, c'est assez classique. La particularité, elle tient à ce que ce propriétaire, il doit également transmettre une copie donc, de cette déclaration d'intention d'aliéner au directeur départemental ou régional des finances publiques. Et là, l'idée, c'est quoi? C'est d'informer le plus largement possible les services de l'État sur ces transactions. Ensuite, il y a une spécificité, c'est que le titulaire du droit de préemption, il va pouvoir adresser une demande de communication de documents au propriétaire pour qu'il puisse apprécier la circonstance, l'état de l'immeuble, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière qui pourrait en être propriétaire. Ensuite, il va également pouvoir demander à visiter le bien dans des conditions qui sont fixées par décret. Et donc là, on en vient à la question qui est un peu épineuse. C'est la question et sur laquelle je m'attarderai un peu plus, la question de la fixation du prix, puisqu'il est prévu qu'en l'absence d'accord amiable sur le prix d'acquisition du bien, ce dernier est fixé donc par le juge judiciaire et plus précisément par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Et il est précisé que la valeur vénale retenue tient compte de l'exposition du bien au recul du trait de côte. Et donc là, ça pose question, ça a fait couler beaucoup d'encre
notamment hein, sur l'éventuelle constitutionnalité ou inconventionnalité de ce dispositif, hein, eu égard à la nécessité dans la Constitution hein, qui prévoit pour l'expropriation que cette limite en fait au droit de propriété existe et constitutionnelle pardon, sous réserve d'une juste et préalable indemnité, a posé question hein, jusqu'à ce que l'ordonnance donc 2022-489 du 6 avril 2022 soit venue en fait fixer une méthode d'évaluation de ces prix et qui a été validée donc très récemment par le Conseil d'État, par un arrêt du 13 octobre 2023, Association nationale des élus du littoral, numéro 464 202. Donc, comment on va venir finalement tenir compte de l'espérance de vie réduite d'un bien qui va être voué à entrer dans le domaine public maritime naturel et minorer son coût d'acquisition hein, pour que ces acquisitions puissent voir le jour. On en revient toujours à la question du financement de la gestion de ce recul du trait de côte par les personnes publiques, sans en fait que les propriétaires de ces biens ne voient l'aliénation trop dévaluée et qui soient finalement trop impactés et les seuls à devoir subir hein, le coût de ce recul du trait de côte. Donc, l'article 1er donc, de cette loi du 6 avril 2022, il prévoit que le bris du bien préempté, il est fixé par priorité, par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification et avec un niveau d'exposition similaire situé dans la même zone. Il prévoit ensuite qu'à défaut, en cas d'insuffisance de ces mutations et accords amiables, le prix du bien est fixé par référence à des mutations et accords amiables portant sur des biens de même qualification, situés hors, cette fois, de la zone exposée au recul de trait de côte dans laquelle il se situe. Dans ce cas, pour tenir compte de la durée limitée restant à courir avant la disparition du bien, un abattement va être pratiqué sur la valeur de ces références. Donc cet abattement, il peut notamment être déterminé par l'application d'une décote qui va être calculée en fonction du temps écoulé depuis la première délimitation de la zone dans laquelle se situe le bien, rapportée à la durée totale prévisionnelle avant la disparition du bien à compter de cette première délimitation. Donc, ce qui pose question de manière pratique, c'est que finalement, les biens qui sont situés dans ces zones concernées par le risque, ils sont très diversifiés et on va se rendre compte qu'il y a très peu de mutations similaires ou assimilables dans des zones comparables. Par exemple, un bien situé sur la dune du Pilat ou face au banc d'Arguin, voilà, on voit que on passe finalement de cabanes à villas de luxe dans des lieux très privilégiés et on se demande comment finalement on va pouvoir concrètement utiliser cette méthode. Donc là, je l'ai dit, validée par le Conseil d'État. Et on s'aperçoit qu'en fait, ce qui va devoir être fait, c'est vraiment une analyse au cas par cas des biens avec la nécessité de rassembler un maximum d'estimation, de preuves pour être finalement au plus près de la réalité. Et on pense que finalement, l'évaluation foncière et immobilière hein, d'un bien situé sur le littoral va devenir un sujet qui va faire couler beaucoup d'encre, voire une spécialité à part entière de certains professionnels de l'immobilier. J'en reviens à ce que je disais au début et à ce que disait Monsieur Balaguer quand il m'a renvoyé la balle. L'utilisation des biens acquis par le biais de ce droit de préemption, c'est renaturé. Même si avant sa renaturation, le bien peut de façon transitoire être occupé, exploité, aménagé,
notamment pour pouvoir financer le coût ultérieur de la démolition-renaturation. Et donc, on l'a vu dans le contexte du ZAN. Je ne sais pas si tout le monde connaît le ZAN, mais je n'ai pas le temps ici de développer plus ce sujet. Mais comme vous le savez, donc, la loi climat et résilience adoptée en août 2021, la France a acté l'objectif d'atteindre zéro artificialisation nette des sols en 2050, donc avec un objectif intermédiaire de réduction de la moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dans les 10 prochaines années, donc 2021-2031, par rapport à la décennie précédente, 2011-2021. Et pour prendre en compte les spécificités des communes littorales et concernées par le recul du trait de côte, la loi du 20 juillet 2023, et pour ne pas que ces territoires aient entre guillemets une double peine, hein, donc gérer le recul et en plus être sanctionnés avec des parties de territoire qui sont grignotées, elle va autoriser ces territoires à ne pas les comptabiliser comme des espaces artificialisés, donc notamment hein, dans les zones qui vont être vouées à disparaître sous 30 ans. Donc, c'est quand même quelque chose qui est conditionné, puisque donc l'article 5 de la loi de juillet 2023 va préciser que les surfaces artificialisées peuvent être considérées comme désartificialisées dès lors que ces surfaces ont vocation à être renaturées dans le cadre d'un projet de recomposition spatiale du territoire littoral. Avec une limite supplémentaire, donc il faut, que ça soit renaturé, et 2, que ces surfaces n'aient pas fait l'objet d'une renaturation au terme de chaque tranche de 10 années. Si ce n'est pas le cas, elles seront de nouveau considérées comme artificialisées. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je voulais aussi remercier les organisateurs pour l'invitation. Voilà, donc moi pour ma part, comme ça a été indiqué, je travaille dans une collectivité, dans une agglomération sur le territoire du Pays Basque. Je vais vous partager quelques diapos en fait pour vous faire part du contexte en fait chez nous en lien avec les risques côtiers. Et puis, en fait, vous faire peut-être un retour d'expérience par rapport à tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent en termes d'outils pour pouvoir gérer justement ces risques côtiers. Alors, du coup, je vais faire un partage d'écran. C'est tout bon? Très bien, parfait. Donc, quelques images en fait pour illustrer le territoire du Pays Basque et puis particulièrement de son littoral. Donc, vous dire qu'en fait, notre côte, elle représente uniquement 35 km. Donc, qui vont, pour ceux qui connaissent, de Anglet, donc Anglet à côté de Bayonne, jusqu'à Hendaye. Le territoire de l'agglomération Pays Basque, c'est 300 000 habitants et la côte, c'est au moins 150 000 habitants, voire un petit peu plus. Ça, à l'année, bien sûr, on est un territoire attractif, donc en période de vacances ou estivales, la population augmente. On a un territoire qui est, vous le voyez sur les photos, relativement anthropisé sur la côte, donc avec beaucoup d'habitations, très denses. Donc ça, je le souligne, c'est important parce que dans justement la gestion en fait des risques côtiers, ça peut amener différentes contraintes. Donc j'y reviendrai après. Vous dire aussi, comme vous voyez sur les images, qu'on a à la fois des secteurs avec des plages sableuses, donc comme sur Hendaye et Anglet, et ensuite le reste du territoire, il est vraiment marqué par des falaises, des côtes rocheuses. Donc en fait, il fait qu'on est très très fortement impacté par l'érosion. Donc je ne vais pas rappeler en quoi ça consiste, ça a été très bien fait précédemment. Donc vous dire également que sur notre secteur, l'agglomération Pays Basque, elle porte et coordonne en lien avec les communes une stratégie locale des risques littoraux, qui est une déclinaison d'une stratégie nationale puis régionale, qui a été adoptée en 2017. Cette stratégie, pour nous, elle est très importante parce qu'elle permet de décliner un programme d'action, de définir des choix de gestion et de pouvoir en face, en fait, pouvoir avoir une vision, on va dire, prospective de ce que l'on doit faire.
dans cette vision prospective, on a dès 2013 déjà commencé à acquérir de la connaissance en travaillant avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, sur des projections du trait de côte. Donc le territoire dispose déjà de projections sur les horizons 2023 et 2043. Alors c'est des chiffres établis comme ça parce qu'on a pris un trait de côte de référence en 2013. Donc en fait, déjà, on avait essayé d'avancer sur ces connaissances-là qui étaient nécessaires sur notre territoire qui est très impacté. Voilà, sachant qu'on est aussi un territoire où on n'a pas de PPR littoral. Donc, il fallait qu'on puisse avoir de l'information. Et dernier point important aussi, ces projections donc, qui ont été établies en 2013 et 2014, elles ont fait en 2019 l'objet d'un porté à connaissance qui a été signé par le préfet et qui fait qu'en fait, ces éléments maintenant, et enfin, avant la loi climat résilience, devaient être intégrés dans les documents d'urbanisme. Cette diapo, c'est pour illustrer les choix de gestion, pour vous mettre en exergue en fait la mixité des choix que nous faisons et des opérations qui sont menées. Voilà, vous voyez en haut ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur en haut sur la corniche de Bidart, on a des falaises très très abruptes juste derrière en fait des maisons. Donc là, c'est de l'habitat privé. Il n'y a pas de confortement ici sur ces falaises-là. Donc aujourd'hui, ça pose de réelles questions, puisque comme ça a été évoqué, la collectivité face à de l'enjeu privé n'a pas en fait, à conforter, à faire de la lutte active. Et le choix qui est fait plutôt ici, c'est de laisser faire la nature. Pas de repli possible, puisque derrière, en fait, on n'a pas de foncier, très concrètement. Un autre choix ici sur Anglette, là, on est sur du sableux. Donc ici, on est plutôt sur de la butte douce. Ici, j'en parlerai peut-être un peu après pour illustrer sur Héromardy, Saint-Jean-de-Luz. Donc là, on souhaiterait vraiment, vous voyez ici, toute cette zone urbanisée avec en front de mer beaucoup de restaurants, des campings. Et là, il y a un vrai projet de relocalisation. Vous voyez derrière, il y a du foncier de disponible. Donc j'expliquerai quels sont les freins tout à l'heure. Des secteurs très urbanisés comme à Biarritz, où ici, de la lutte active, avec des enjeux, on va dire, qui sont privés, mais aussi d'intérêt général, donc puisqu'il y a tout le centre de la ville derrière. Donc là, des choix de lutte active qui sont faits, donc qui ont été faits par le passé, donc des ouvrages qui sont maintenus. Et puis en bas, sur par exemple le secteur d'Andaille, voilà, un secteur plutôt naturel. Donc, vous dire que notre stratégie locale, on l'a actualisée depuis 2023 pour les 5 ans qui viennent, avec effectivement à cette occasion, donc voilà, peut-être juste quelques chiffres quand même pour vous dire qu'en 2023 et 2028, les actions de la nouvelle stratégie, c'est 30 millions d'euros. Dedans, il n'y a quasiment pas en fait de confortement, mais derrière, ça suppose de l'acquisition de connaissances, ça suppose quand même de l'entretien, ça suppose du suivi, voilà, pour avoir une vision au-delà des projections des cartes d'évolution du trait de côte, un suivi in situ pour avoir une connaissance fine des mouvements de terrain. Bon, je vais très vite là-dessus. On a engagé depuis 2021, au même moment que la loi climat résilience a été adoptée, ce travail en fait d'actualisation des projections existantes avec les projections à horizon 30 et 100 ans. Et puis, on travaille aussi assez fin sur les différents ouvrages qu'il y a sur la côte basque. Donc, en fait, moi, ce que je voulais mettre un peu en exergue au-delà de ce contexte, c'est finalement les difficultés auxquelles on est confronté sur le territoire pour pouvoir agir par rapport à ces risques côtiers. Vous l'avez vu, on a des secteurs où il nous faut mettre et continuer à entretenir des ouvrages, donc on a de la lutte active. D'autres secteurs où on laisse faire la nature. D'autres secteurs, on voudrait vraiment faire du repli. Sachant qu'on est dans un contexte où on n'a pas de PPR, comme je l'ai rappelé. Donc en fait, sur le territoire, on a pu en fait bénéficier, suite à des appels à projets lancés par l'État, de PPA, c'est-à-dire qu'on a signé avec l'État des projets partenariaux d'aménagement, donc tant sur le secteur des Romardy à Saint-Jean-de-Luz, là où il y a tous les campings et les restaurants, et un qu'on vient de signer fin 2023 sur Bidart et Guétary, donc sur un secteur où on a de l'habitat privé, là c'est la falaise de Bidart que je vous montrais, mais pas de confortement. Donc voilà, je vais dérouler après pour vous expliquer ce qu'on envisage de faire. Et un secteur sur Guétary, je suis passée vite dessus, mais où on a des falaises, des habitats et la voie ferrée. Donc
Ce qui se passe, c'est que typiquement, sur Hérault-Mardy, donc on a un vrai projet de relocalisation. Normalement, en signant un PPA avec l'État, bon, ça nous amène des financements, mais ça devait nous permettre de pouvoir tester certaines dérogations à la loi littorale, notamment pour pouvoir faire ce repli. Parce qu'aujourd'hui, en fait, sur les secteurs où il y a du foncier disponible, ce sont des zones qui sont en espace NER, donc en fait, on ne peut pas replier. Donc en signant le PPA, on espérait pouvoir le faire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, et on comptait beaucoup sur la loi climat résilience, ça a été abordé juste avant moi, où effectivement, si on est PPA, on peut déroger à la loi, mais dans une bande qui va de l'océan, enfin qui va au-delà de 1 kilomètre entre voilà, l'océan et 1 kilomètre. Donc en fait, il faut aller finalement très loin dans les terres par rapport à ce foncier que nous, on avait identifié pour pouvoir replier à peut-être 500 ou 600 mètres de la côte. Et ça, c'est une question en fait très importante et de fond pour nous, c'est comment on peut arriver à avoir un peu de souplesse quand on a un projet de relocalisation un peu cohérent. C'est le cas, j'ai pas le temps de le développer, mais des études sont faites par rapport à ces campings et ces restaurants. Voilà, comment est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de souplesse, a fortiori quand on est dans un projet de PPA. Donc ça, c'est intéressant à souligner. Ça fait l'objet de débats justement pas plus tard que la semaine dernière à l'occasion de la Commission nationale du trait de côte, à l'occasion de laquelle la présidente, la députée Panonacle, avait convié tous les porteurs de PPA en France, donc il y en a 7. Et en fait, c'est un peu le constat général, c'est que on voudrait vraiment pouvoir faire ce repli, cette relocalisation, mais on n'a pas les outils pour le faire. Donc, je pense que les élus se sont tous accordés donc la semaine dernière pour dire ça. Ça ne pourra pas marcher si, au cas par cas, on ne regarde pas les projets et si la réglementation et les services de l'État nous octroient pas un peu de souplesse. Et ça ne remet pas en question la loi littorale qui est fondamentale pour préserver nos côtes. Donc ça, c'est un point fort. Et en fait, on va avoir le même problème, par exemple, sur le cas de Guétari, comme je le disais, où en fait, on a la falaise qui est abrupte, des maisons de privés et une voie ferrée. Donc cette voie ferrée, on pourrait penser qu'elle est considérée comme d'intérêt général. Bon, ça reste à démontrer, mais c'est la même façon. Comment est-ce qu'on peut la replier ou pas, et comment aussi l'État peut nous aider à avoir des partenariats plus forts avec la SNCF pour travailler sur ces projets de relocalisation, repli, pour après pouvoir faire aussi de la renaturation comme ça a été abordé. Donc ça, c'est un premier point sur lequel il faudrait qu'on puisse avoir un peu de... qu'on pourrait lever des freins. Voilà. Donc ensuite, je voulais aussi attirer l'attention sur les dispositifs de financement. Donc ça aussi, ça fait partie de beaucoup de discussions aujourd'hui. Il y a un rapport qui est sorti. Alors c'est pas le rapport du CEREMA qui a été évoqué en introduction. C'est un rapport des inspecteurs du ministère du Développement durable et de l'administration générale qui pointe des pistes de financement sur les conséquences de l'évolution du trait de côte. Donc effectivement, aujourd'hui, ça a été dit, pas de fonds Barnier pour l'érosion. Donc en fait, les inspecteurs pointent les collectivités locales pour les financements, notamment la taxe Gemapi. Donc taxe Gemapi qui émane de la compétence Gemapi, donc gestion des milieux naturels et prévention des inondations. Quand on parle de l'API, justement, prévention des inondations, normalement, la compétence stricto sensus, elle parle d'inondation et de submersion marine. Elle ne pointe pas l'érosion. L'érosion étant facultative dans la prise de compétence Gemapi par les EPCI. Donc nous, typiquement sur la côte basque, nous n'avons pas la compétence en matière d'érosion. On porte des PPA, ça, la loi le permet, hein, les chefs de file, ce sont les EPCI. On porte des stratégies locales, mais vraiment, ce qui est en lien avec la gestion des ouvrages d'érosion, c'est aujourd'hui, quand elles sont publiques, les communes. Donc en fait, cette compétence Gemapi, elle n'est pas adaptée pour la taxe. Laquelle taxe est levée par les Gemapiens, par les EPCI. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est que cette taxe, elle est déjà conséquente, puisqu'elle doit gérer tout le volet Gemapi. Et aujourd'hui, en fait, relayer en plus, donc voilà, on la pointe à peu près 40 € en moyenne par habitant, c'est un plafond moyen. Donc les orientations aujourd'hui nationales voudraient déplafonner cette taxe. Mais aujourd'hui, nous, pour notre collectivité, 300 000 habitants, on lève la taxe à 5 millions d'euros par an. Notre maximum serait, si on se réfère à cette moyenne de 40 €, à peu près 14 millions.
c'est colossal en fait, et c'est un impact direct sur les citoyens. Donc aujourd'hui, et on n'est pas les seuls à le dire, c'est effectivement des débats qui ressortent au niveau de du Comité national du trait de côte, mais aussi au niveau de l'Association nationale des élus du littoral, l'ANEL, et d'autres organismes. En fait, il y a un vrai souci sur cette piste-là. Je ne reviens pas sur la décote de la valeur des biens, Maître Bosc l'a très bien expliqué, juste pointer le fait que sur notre territoire très attractif, mais on n'est pas les seuls, voilà, vous parliez du secteur d'Arcachon, c'est pareil, mais il y a plein d'autres endroits sur les littoraux français. Aujourd'hui, on a des biens qui sont vendus des millions d'euros. Donc des biens menacés par l'érosion sont vendus des millions d'euros. Donc aujourd'hui, si effectivement cette décote devrait s'appliquer, et le droit aussi de préemption, comment fait-on? Comment fait-on dans la mesure où les dernières transactions sont sur des prix très élevés? Donc aujourd'hui, très clairement, nos élus en fait disent nous, en tant que PCI, on ne va sûrement pas aller lever le droit de préemption, on n'a pas les moyens de le faire. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont clairement des difficultés qui sont pointées, et la dernière étant de comment on accompagne aussi les propriétaires privés, puisque en fait la collectivité, la puissance publique n'ira pas faire des travaux de confortement. Comment en fait ils sont accompagnés de façon un peu juste sur ces sujets-là, voilà, sur des territoires très attractifs. Comment aussi les citoyens pourraient percevoir, on n'a pas évoqué, mais il y a un fonds national d'indemnisation aussi qui est pointé dans les derniers rapports des inspecteurs au niveau national. Fonds d'indemnisation, comment ça peut être perçu par les citoyens, puisque ce fonds pourrait être alimenté par des taxes locales, notamment on parle de taxes de séjour au moment voilà, où les gens viennent en vacances, pour finalement alimenter un fonds qui va servir à des propriétaires privés qui sont en capacité d'avoir des biens, et qu'ils achètent des biens des millions d'euros. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pour conclure, je n'ai pas regardé le temps que j'avais mis, C'est mais le pour moment de conclure. et ben voilà, un des points Parfait. forts, il nous semble, nous, pour avancer, c'est voilà, de pouvoir avoir des projets phares de relocalisation qui vont permettre de la renaturation, pour ensuite avancer peut-être petit à petit ces décotes qui pourraient peut-être permettre de mettre en application ce que demande la loi. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous pour cette présentation. Donc, nous avons quelques questions qui sont arrivées dans le chat. N'hésitez pas tous aussi à poser vos questions au fil de l'eau. Donc, moi, je vous propose de commencer par une première question pour revenir sur les premières interventions. Donc, concernant la prise en compte des risques et indemnisations, quid des épisodes d'érosion brusque liés à des tempêtes exceptionnelles telles que Xynthia? Et il se trouve que la question a été posée surtout au moment où j'intervenais, je crois. Donc, je peux apporter quelques éléments de réponse sans pour autant être certain de répondre parfaitement à la question. C'est vrai que cette question de l'indemnisation, elle est aujourd'hui centrale à propos de l'érosion côtière. Alors, ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne sait pas véritablement comment indemniser ces phénomènes d'érosion côtière. Alors, effectivement, il y a l'idée d'un fonds de solidarité qui a été avancé. Et s'agissant de certains épisodes d'érosion brusque, par exemple ceux de Cynthia, à moins que le législateur décide d'instaurer un dispositif spécifique, ce genre d'événement n'a pas vocation à entraîner de l'indemnisation, en tout cas dans le contexte qui est le mien, à savoir la mise en œuvre du fonds Barnier, sauf si, parce que c'est aussi un élément à prendre en compte, sauf si l'érosion côtière entraîne un mouvement de terrain qui peut être assimilé à un risque naturel. Donc ça, c'est ce qui permettrait d'asseoir une indemnisation sur la base du fonds Barnier. Mais en tout cas, il n'y a pas de règle générale d'indemnisation aujourd'hui et c'est justement une question à laquelle on n'a pas encore apporté de réponse. Bon, je ne sais pas si je réponds véritablement à la question, désolé, mais justement, aujourd'hui, tant au niveau des assurances qu'au niveau des réponses que l'on peut apporter à ce genre d'interrogation, on ne sait pas quoi faire, à part, évidemment, envisager un mécanisme de solidarité qui pourrait être critiqué pour les raisons qui ont été évoquées précédemment. Je vous propose de passer à une autre question. Dès lors que les nouvelles constructions doivent faire l'objet d'une consigne à la CDC du prix de la démolition,
quel risque sur les prix de vente de l'existant dans des communes où la préemption, veuillez m'excuser, dans la zone de risque 30 à 100 ans n'est pas décidée? Donc là, c'était plutôt au moment de l'intervention de Madame de Maître Bosque, si je me souviens bien. Je ne sais pas à quel moment donc, la question a été posée. En réalité, ça a été traité par moi et ensuite complété par les propos de Madame Sarad. En réalité, oui, il y a un vrai sujet de décote pour ces biens-là, même si finalement ce risque il paraît mesuré dans les faits, puisque actuellement on a une problématique en fait de, de financement où le prix du marché ne tient pas forcément compte de ce risque. Euh, et que donc les biens sont aujourd'hui vendus sans être préemptés encore à des prix très, très, très forts. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée. Peut-être vous pouvez peut-être répondre dans le chat. Oui, il est possible de rajouter un commentaire dans le chat. En attendant que la personne concernée réponde ou non, je vous propose de passer à une autre question en attendant. On y reviendra après si besoin. Donc, concernant la lutte contre l'érosion, on dit souvent, comme aujourd'hui dans les mesures possibles, qu'il faut laisser la mer prendre sa place. Si cela est vrai pour certaines zones, polders par exemple, cela ne l'est pas partout. Or, il me semble qu'il ne soit pas fait de différence entre les zones impactées, même si la mer n'a jamais été présente concernée par l'érosion. Ce n'est pas une question, en fait, je suis en train de réaliser en la lisant, je fais une grossière erreur, mais est-ce que quelqu'un souhaite apporter un commentaire sur cette sur est-ce que la mer doit être, on doit laisser la place à la mer, en fait? Moi, je peux dire deux petits mots, c'est qu'effectivement, l'une des voies qui est actuellement poursuivie, alors je ne sais pas si Madame Sarad peut apporter des précisions sur ce point, en tout cas, c'est que de plus en plus se développent ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature pour essayer de trouver des solutions pour lutter contre l'érosion côtière. Alors, il se trouve que ces solutions fondées sur la nature, sauf erreur, elles ne sont pas absolument obligatoires, donc on n'est pas obligé de poursuivre cette voie aujourd'hui. Ça commence à se mettre en place aussi bien au niveau européen qu'au niveau interne. En tout cas, ça reste une question jeune. Donc, pour le moment, ce sont des éléments qui ne sont pas véritablement exploités. Après, c'est aussi parce que d'un point de vue technique, d'un point de vue scientifique, c'est assez compliqué de mettre en place des solutions absolument parfaites pour lutter contre l'érosion côtière. En revanche, il y a un point sur lequel ça me permet de... Enfin, un point que ça m'évoque, c'est que vous avez effectivement, et c'est ce qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, des phénomènes d'érosion côtière qui sont aussi dus à l'activité humaine. C'est-à-dire que ce n'est pas que le changement climatique, vous avez des constructions, vous avez bon nombre de phénomènes qui trouvent d'érosion côtière qui ont comme facteur, bon, peut-être pas prépondérant, mais où on a des personnes publiques ou des personnes privées qui ont contribué à ce que le phénomène d'érosion côtière ait, dans certaines zones très localisées, cette ampleur. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait envisager à l'avenir des contentieux sur le terrain de la responsabilité ou publique ou privée à condition que le lien de causalité puisse être démontré par rapport à cette modification justement des flux naturels, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup d'avoir rebondi. Et je vois Caroline Sarad qui lève la main. Je vous laisse aussi la parole. Mais c'était juste pour compléter, effectivement, les solutions de renaturation fondées sur la nature, elles ont un petit peu leurs limites techniques déjà, parce que bien souvent, elles peuvent être mises en place plutôt sur des côtes sableuses. Voilà, quand on est en côte rocheuse avec des falaises, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions naturelles pour stabiliser le trait de côte et l'érosion. Et deuxième chose, effectivement, est-ce qu'il faut laisser rentrer l'océan, rentrer la mer, en fait, je pense que c'est le principe même des projets de relocalisation, en fait. C'est bien pour laisser place à la nature, relocaliser des usages que ça se met en place, en fait. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas évident, c'est les débuts. Merci beaucoup. Nous avons d'ailleurs une précision donc, par rapport à la question précédente. Donc,
La personne qui a posé la question dit que la question était plutôt concernant les nouvelles constructions dans la zone à risque à 30 ou 100 ans. Il est demandé de consigner le montant de la démolition. Or, dans ces zones, la préemption est dispositif de volonté communale. Pouvons-nous dès lors craindre une spéculation sur les biens existants pour lesquels la consigne ne sera pas nécessaire? Quels outils a le droit pour s'en prémunir dans le calcul de prix des maisons lorsque le droit de préemption sera mis en place dans un contexte de spéculation? Donc, pour ceux qui sont plus à l'aise, les questions sont aussi à l'écrit. Vous pouvez les regarder dans l'onglet QR. Je prends le temps de la relire pour y Bien, je comprends. soit oralement, soit éventuellement à l'écrit. Je ne sais pas s'il y a une autre question à traiter dans l'intervalle. Eh ben, je vous propose de traiter une autre question dans l'intervalle. En effet, on va faire comme ça vous laisse le temps. Donc, une autre question. A-t-on des informations sur les solutions adoptées dans d'autres pays pour des circonstances comparables? Monsieur Payen, hein, je vous vois hocher les Non, épaules. non, Donc, c'est juste que je n'en ai aucune idée en réalité. Je c'est sais qu'il y a peut-être des une choses réponse. il y a des choses qui se font au niveau international, il y a des conventions régionales qui commencent à se mettre en place. Je pense notamment à un protocole de Madrid j'essaierai de retrouver la référence, en tout cas au niveau régional sur certaines approches, et je le glisse dans le chat, mais vraiment, je n'ai aucune autre information. Pas de souci. Madame Sarah, tu vous vois lever la main? Ouais, juste de notre connaissance de nos voisins espagnols, hein, puisqu'on on travaille pas mal avec, on est à la frontière, il n'y a pas d'équivalent de loi climat résilience, il n'y a pas tous ces dispositifs équivalents fonds Barnier voilà, ou autres. Donc, c'est d'autres moyens de gestion. Avec ce qui est important aussi à souligner, c'est que l'organisation des collectivités gestionnaires et de la puissance publique n'est pas du tout la même, par exemple, en Espagne, en fait. On n'a pas les mêmes équivalents. Donc, l'échelle communale est beaucoup plus présente, en fait, sur ces sujets-là. Merci Mais bon, beaucoup. voilà, c'était juste un Non, mais petit merci complément. beaucoup. Après, il n'y a aucun souci. On n'a pas toujours la réponse à toutes les questions. C'est normal. Maître Basque, est-ce que vous souhaitez encore un peu de temps pour la question? Ou j'en passe à une autre? Enfin, ou vous préférez répondre par écrit? Non, mais je pense que je n'aurai pas vraiment de toute façon de réponse très précise à apporter. En réalité, on a très peu d'exemples en fait de mise en œuvre de ce droit de préemption. Et je suis pas voyante, mais enfin, c'est possible en tout cas voilà, de dire qu'on va spéculer. Justement en faisant augmenter les prix de vente, mais comme cela a déjà été dit, il y a déjà de la spéculation foncière en fait sur ces biens. Et en revanche, je pense que plus on va avancer et plus on va finir par prendre conscience de ce risque et plus il va imprégner le marché. Donc, je sais pas si on pourrait aller dans le sens inverse ou au contraire se, se saisir des dispositifs législatifs pour lutter, pour faire réaugmenter les prix, voilà, peut-être, mais je pense pas qu'on va. Je sais pas si on va réussir à les faire baisser. En tout cas, est-ce que ça va augmenter? J'en suis pas certaine. Il y a de plus en plus d'informations, notamment. Ouais, non, je j'ai pas vraiment la réponse à cette question en réalité. Pas de souci. Après, il y a certaines questions qui demandent un peu de temps de réflexion, donc on peut pas Non, mais répondre à toutes enfin, les disons questions. qu'en tout cas, c'est pas exclu là. C'est Mm. simplement, voilà, il faut voir comment se saisit le marché. Ça me semble un peu tiré par les cheveux de dire qu'on va pouvoir spéculer sur la démolition, mais en réalité, voilà, pourquoi pas. J'y vois pas d'obstacle. Et sur l'outil du droit, à l'heure actuelle, en tout cas, il n'y en a pas. Donc, si ça devait se passer ainsi, je pense qu'il faudra encore une intervention éventuelle du législateur sur ces sujets-là. Et on voit que c'est des sujets qui sont quand même compliqués à aborder compte tenu notamment du droit constitutionnel. Tout Voilà à ce que je peux fait. dire. Je ne sais pas si les autres peuvent compléter et sont d'accord avec les généralités que je vous dis là, mais Allez-y, Madame Sarad. Oui, juste pour peut-être repréciser, mais vous l'avez dit, Maître Boss, c'est que ce droit de préemption, enfin, en tout cas, moi, si j'ai bien compris, en fait, il n'est applicable que si ces fameuses projections 30, 100 ans existent
et sont effectivement intégrés Tout à fait. dans les documents d'urbanisme. Et c'est vrai qu'en fait, il y a peu de territoires qui se sont engagés dans la réalisation de ces projections. Et je dis ça parce que nous, on s'est posé concrètement la question au niveau de notre agglomération, de savoir, tiens, ce droit de préemption, est-ce que potentiellement il peut nous être imposé ou pas? Et est-ce qu'il est déjà en vigueur ou pas? Et voilà, enfin, en fait, la réponse, c'est ça, c'est qu'en fait, déjà, premier point, c'est il faut que les cartes, elles soient établies. Et nous, nos précédentes cartes, elles ne sont pas encore valables. Il faut vraiment que ce soit les plus 30 et plus 100 ans. Donc, ça explique, je pense que ça explique aussi pourquoi on n'a pas de retour Tout à fait. encore sur son utilisation. Oui, il n'a pas encore été mis en œuvre. Ouais. Et deuxième point aussi très pratique, on voit, c'est le littoral, c'est un territoire qui est attractif. Donc, pour qu'il y ait droit de préemption, il faut qu'il y ait décision de vendre aussi. Voilà, je pense que c'est pas exclu, mais la spéculation via le droit de préemption, je pense pas que ça sera demain. Merci beaucoup pour vos retours. Il y a une personne qui me dit que l'intervenant a bien répondu à sa question. Donc, merci. Une autre question. Quand l'érosion devient risque de submersion de village, pardon, quand l'érosion devient risque de submersion de village sur un littoral peu élevé, comment faire intervenir les institutions en prévention? Peut-on recourir alors à la compétence GEMAPI? Alors, du coup, j'espère bien comprendre la question parce que, bon, j'avoue que quand l'érosion devient risque de submersion, c'est pas très clair pour moi, mais vu que la question a l'air de faire référence à un littoral peu élevé, j'imagine que ça veut sous-entendre que on est sur une érosion sur côte basse qui pourrait s'assimiler à la submersion. Je l'interprète comme ça aussi. Du coup, du moment que c'est... bon, après, il faut qualifier le risque. Mais si, si le risque il est qualifié à un moment de submersion par débordement ou même par paquet de mer, oui, en fait, on est sur la GEMAPI. Mais la GEMAPI, elle va relever de la gestion par la collectivité. Et ensuite, s'il y a des ouvrages à mettre en place via la GEMAPI pour protéger, par exemple, un village, ça suppose d'abord qu'on valide, que les élus valident en fait le nombre d'habitants et d'habitations à protéger. Enfin, il faut qualifier la vulnérabilité en fait. Voilà. Donc du coup, oui, ça peut faire l'objet de GEMAPI, tout dépend de ce que ça impacte en fait. Et la personne confirme dans le chat que c'était bien la question. Donc Voilà, donc, si c'est qu'un seul habitant, on ne pourra pas faire appel au gestionnaire GEMAPI. Si c'est tout un quartier, un village, en théorie, oui. Voilà. Merci. Donc là, je vous propose, vu le temps, de passer à la dernière question qui est dans le chat. Quid du bail spécifique de reprise des biens permettant de loger des personnes jusqu'à la démolition? Moi, je vais apporter une précision sur la réponse d'avant, sur la question Allez-y, d'avant. allez-y, Parce que faites-le. autant celle-ci n'est pas mon domaine, donc je ne saurais pas y apporter une réponse. Mais pour ce qui est des travaux qui pourraient être exigés ou en tout cas nécessaires pour protéger les villages ou les habitations, par exemple, qui seraient exposées à une montée des eaux et le cas échéant un risque de submersion, effectivement la compétence GEMAPI, mais il y a aussi deux points que l'on pourrait rappeler, c'est que d'une part, les personnes publiques n'ont pas l'obligation de réaliser des travaux pour ce faire. Donc, même dans le cadre de la mise en œuvre GEMAPI, donc elles peuvent refuser si ça coûte trop cher ou pour je ne sais quelle raison, aucune obligation légale à ce titre. Elles ont l'obligation légale d'adopter des mesures pour mettre en sécurité les personnes, mais pas pour réaliser des travaux. La deuxième chose, c'est qu'on a même, au contraire, une loi de 1807 qui existe encore aujourd'hui, qui nous dit que lorsqu'il s'agit de protéger des habitations privées, enfin des propriétés privées, les travaux qui sont réalisés doivent l'être aux frais des propriétaires, des personnes qui sont bénéficiaires. Et donc, dans ce cadre-là, on n'a pas une responsabilisation exclusive des pouvoirs publics en réalité. Voilà, je ne réponds pas à la question posée, mais bon, désolé. Pas de souci. Moi, ça me va très très bien de faire ainsi aussi. Donc, est-ce que un autre intervenant, un dernier point, une précision à apporter?
Non, mais enfin, sur la question du bail, je ne comprends pas bien la question posée. En effet, il a été fait le choix de ne pas aborder tous les outils, mais le bail en question fait partie des outils donc, pour gérer l'existant et je l'ai abordé vraiment de manière très, très rapide dans mon propos. Mais l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir exploiter le bien entre le moment où la personne publique va l'acheter et le moment où le terrain va être renaturé. Et évidemment, ça peut être un outil, dès lors qu'il n'y a pas de risque pour les personnes à cet instant T, pour reloger des personnes si cela est nécessaire. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais je ne vois pas ce qui ferait obstacle à part un risque réel à un instant T pour les personnes. Et d'ailleurs, un spectateur apporte une précision dans le chat. Donc, pour la personne qui pose une question sur le bail spécifique, il y a un article à la RFDA numéro 4 de 2022 qui est consacré au sein d'un dossier portant lui-même sur le recul du trait de côte. Voilà, ça concerne les pages 441 à 467. Je remercie cette personne pour cette précision. Donc, Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un outil à part entière. On ne pouvait pas tout aborder aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été abordées, même s'il y en a plein qui l'ont été. Et donc, le bail réel d'adaptation à l'érosion côtière, en effet, n'en faisait pas partie compte tenu du temps que j'ai d'ailleurs déjà dépassé sans le mentionner. c'était très bien. Et en effet, c'est l'exercice qui est contraint pour tous les intervenants. C'est que le temps est très court pour eux. Et je vous remercie tous d'avoir respecté au mieux cet exercice. Ne vous inquiétez pas, tout s'est très bien passé en termes de temps. Tout va bien. Donc, vu l'heure, moi, de toute façon, je vous invite, enfin, je vous propose que l'on conclue ici ce webinaire. Il est 19h31, nous étions prévus pour finir à 19h30. Donc, c'est la dernière question et moi, je vais remercier les intervenants d'avoir accepté de participer à cette action. Un grand merci aussi particulier à Monsieur Balaguer qui a proposé cette thématique, qui est donc à l'origine du sujet. Et merci à vous, public, d'avoir assisté à cette conférence. Vous pourrez retrouver donc toutes les vidéos des précédents webinaires sur ce lien Zoom. Et je vous invite aussi à nous suivre sur notre LinkedIn pour être au courant de toutes les actualités du département droit et transformation sociale. Et comme annoncé en ce début de webinaire, il s'agissait du dernier de la saison. Nous en avons fait 6 cette année sur des thématiques assez variées qui représentaient toutes les unités du DETS. Et nous sommes actuellement en cours de construction de la saison prochaine. Nous reviendrons, c'est un fait. Donc c'est pour ça que je vous invite de nouveau à suivre nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains webinaires qui sortiront l'année prochaine.